Dans le désert du Nevada, Fonce le fantôme! un pilote pousse son avion de chasse de la Seconde Guerre mondiale à son extrême limite. C'était un avion ultra rapide. Dégomme-les, Jimmy. Fonce, fonce! On était des rivaux acharnés, mais ça ne nous empêchait pas d'être d'excellents amis. À mi-parcours, Oh non! l'appareil dévie de sa trajectoire. Il nous fonce dessus! On aurait dit qu'une bombe avait explosé. 11 personnes sont tuées, Nom de Dieu! dont le pilote. On ne survit pas à un accident pareil. L'appareil a percuté le sol à 800 km/h. C'est impossible d'identifier toutes ces pièces. Les enquêteurs font appel à l'ami du pilote Si quelqu'un s'y connaît, c'est vous. afin de découvrir comment une course aérienne a si mal tourné. Reno, dans le Nevada. Cette ville située en plein désert est le berceau des jeux d'argent de l'État. Aujourd'hui, celle qu'on surnomme la plus grande petite ville du monde accueille le tournoi national des courses aériennes. Chaque année, depuis 1964, les pilotes viennent s'affronter lors de compétitions féroces qui s'étalent sur une semaine. Le maître mot des courses aériennes de Reno, c'est la vitesse. L'endroit ne ressemble à aucun autre. Pendant 5 jours, 100 000 personnes viennent admirer toutes sortes d'avions faire la course sur un parcours ovale de 12 km. Le clou du spectacle, c'est la catégorie illimitée. Illimitée parce que tout est permis avec des chasseurs modifiés ou non, datant de la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup d'avions sont modifiés pour gagner en vitesse. Ce sont les chouchous du public. Cette année, celui qui fait parler de lui, c'est Jimmy Lee Ward, un très bon ami de Robert Gibson. Il va concourir dans la catégorie illimitée à bord de son fameux Fantôme galopant. Il espère pouvoir le pousser au-delà de ses limites. Jimmy était déterminé. Il voulait l'emporter dans sa catégorie. Il m'avait dit qu'il avait réussi à monter jusqu'à 800 km/h. C'était un avion ultra rapide. La famille Morcom est aux premières loges. Elle assiste à l'événement depuis des sièges VIP devant la tribune. Avec mon père, on se rend aux courses aériennes de Reno depuis 1990 environ. C'est une compétition hors du commun, une expérience incroyable. Ron Morcom est accompagné de sa femme Tracy, de son frère Greg et de leur père. Si tu veux, Greg, j'ai des bouchons d'oreille. Pas la peine, le bruit fait partie du spectacle. Si Ron est un habitué, pour son frère, c'est sa toute première fois. Ça sent le record. La course des monomoteurs se fait tout près du sol, sur 12 km. Le parcours en ovale est émaillé de 10 pylônes de 15 mètres de haut plantés dans le désert. La ligne d'arrivée se trouve devant la tribune. Alors, comment vas-tu? Très bien. Tu peux me filer le cliquet? Du haut de ses 74 printemps, Jimmy Lee Ward est une légende à Reno. Il participe aux courses depuis 30 ans. Robert Gibson est bien plus que son ami. Merci. C'est un ancien astronaute et un concurrent de longue date. Mais cette année, il a dû suspendre sa participation.
J'avais fini 4e dans la catégorie illimitée. Mais pendant les qualifications, un trou est apparu dans un piston. Et je n'ai pas pu concourir en 2011. Je n'ai pas pu me mesurer à Jimmy cette année-là. S'il y a bien une chose que je regrette, c'est que tu n'en sois pas cette année. Et tu sais pourquoi? Non, mais je sens que tu vas me le dire. Parce que je t'aurais bien dégommé. Ça n'est que partie remise. On était des rivaux acharnés, mais ça ne nous empêchait pas d'être d'excellents amis. Je tenais son amitié en très haute estime. Jimmy sera aux commandes d'un P-51 Mustang extrêmement modifié. Cet avion est une légende de la Seconde Guerre mondiale. Rapide, agile et robuste. Le P-51 Mustang est une véritable icône. C'est l'un des premiers chasseurs construits au début de la Seconde Guerre mondiale. L'avion a subi de profondes modifications depuis l'origine afin de réduire la traînée et d'accroître la vitesse. Bonne chance, Jimmy. À tout à l'heure. On va battre un record aujourd'hui. J'aimerais être là-haut avec toi. Si Jimmy parvient à pousser son fantôme galopant au-delà des 800 km/h, alors sa prédiction sera vraie. Mais une telle performance n'est pas sans risque. Un risque que tout pilote doit accepter. Les conditions sont impitoyables. Voler si vite, aussi près du sol, ce n'est pas exceptionnel d'avoir des morts à Reno. À 16h05, les éliminatoires de la catégorie illimitée sont sur le point de commencer. Jimmy Lee Ward est le pilote le plus âgé. Se frayer une place en finale ne sera pas chose aisée. Ici Fantôme, on est paré. Bien sûr, Jimmy, stand-by. La concurrence au sein de la catégorie illimitée ne ressemble à aucune autre. Les pilotes qui y concourent font partie de la crème de la crème. Compétiteur numéro 7, à vous d'aller sur la piste. Et c'est radio. Tour sur le canal 1, à vous. Dans la tour, le lieutenant Amy Newman garde une vue globale sur l'aérodrome. La jeune femme est la gradée responsable sur les lieux. La présence d'un gradé dans la tour permet en cas d'incident d'avoir quelqu'un d'autorité à même de pouvoir prendre des décisions, de coordonner et de commander. On se prépare toujours à la pire des éventualités. Le fantôme galopant s'élance dans sa course au décollage. Fonce le fantôme! Jimmy Lee Ward n'a qu'un seul objectif. En 2011, ce que Jimmy voulait, c'était gagner. Tout le monde se tient prêt. Alors que les pilotes se préparent à partir, Amy Newman reste à l'affût d'un signal de détresse qu'elle espère ne jamais entendre. Des observateurs surveillent étroitement chaque avion. Ils sont tous reliés par oreillette au pilote. C'est comme ça qu'ils peuvent écouter le moindre changement, la moindre nuance ou remarque qui pourrait donner lieu à une détresse ou une urgence. Une fois dans les airs, les 6 avions se placent à côté d'un régulateur qu'ils suivent jusqu'à la ligne de départ. Si tout le monde est aligné correctement et que personne ne dépasse, on l'entend dire « Messieurs, tout séparés. Messieurs, à vous de jouer. » Jimmy Lee Ward, sur l'extérieur, met les gaz. Il lui faudra des nerfs d'acier pour rattraper et dépasser ses concurrents. On est à 30 mètres au-dessus du sol en pleine accélération. Il faut à la fois veiller à ne pas percuter les autres avions, à ne pas s'écraser bien sûr, et à éviter les pylônes. La concentration est extrême. Les avions filent à près de 720 km/h. Un tour de 12 km s'effectue en 1 minute à peine.
Au deuxième tour, Jimmy est en 4e position et se rapproche rapidement de ses concurrents. Il a fait exactement ce à quoi je m'attendais. Dégomme-les, Jimmy. Fonce, fonce! Il s'est d'abord retenu, et ensuite, vers la fin du second tour, ou au début du troisième, il a lâché la bête. Au sol, l'équipe de Jimmy surveille de très près les performances du fantôme galopant. La vitesse, les performances moteurs, la pression d'huile, etc. Tout fonctionne parfaitement. Tout roule, Jimmy. La pression est stable, le régime moteur se tient. Le fantôme galopant passe le pylône numéro 6 et va achever son 3e tour. On dirait bien qu'il va les rattraper. Jimmy est maintenant 3e. Devant lui, il y a Voodoo, un autre P-51. On ressentait clairement les vibrations dans la tour de contrôle. Et on entendait aussi les avions. Il passait à une de ses vitesses. Alors qu'il arrive au pylône 8, le fantôme galopant se cabre brusquement. Qu'est-ce qui se passe? D'un coup, j'ai entendu des cris de surprise. Jimmy Lee Ward vient de perdre le contrôle. Oh non! Jimmy, l'avion a dévié de 80-90 degrés de sa trajectoire initiale. Ça n'avait rien d'une urgence ordinaire. Quand l'avion s'est mis à descendre, on voyait que le pilote ne le maîtrisait plus du tout. Tout le monde a compris qu'il y avait un grave problème. Non, non! Lors d'une course aérienne à Reno, un P-51 Mustang hors de contrôle fonce droit sur des milliers de spectateurs. L'avion arrivait droit sur moi. La dernière chose que j'ai vue, c'est le reflet du soleil sur le capot d'hélice. Ils nous foncent dessus! J'ai à peine eu le temps de me baisser. Le fantôme galopant vient percuter le sol, à 5 mètres derrière les Morcom. On aurait dit qu'une bombe avait explosé. Tous les secours disponibles sur l'aire de trafic. Et c'est là que j'ai pu voir cette masse noire devant les gradins. En l'espace de 9 secondes, la course a viré au cauchemar. C'est le pire accident qui se soit produit lors des courses aériennes de Reno. Avant, la pire année avait été 2007, où 3 pilotes étaient morts. Mais jusque-là, aucun spectateur n'avait jamais été blessé. Par chance, aucun incendie ne se déclare. Mais à cause de la violence de l'impact, des spectateurs se retrouvent recouverts d'huile et de débris. Je suis restée dans la tour pour gérer l'incident. Ça m'a énormément coûté de rester là-haut. Quand on est secouriste, instinctivement, on n'a qu'une envie, c'est d'aller sur les lieux pour prêter main forte. Ron Morcom n'est pas blessé. Une seconde plus tard, je me suis aperçu que je n'avais rien. Et puis, j'ai vu ma femme. Elle saignait à la tête. Elle était recouverte d'huile et d'essence. Je l'ai attrapée et je l'ai sortie du champ de débris. Et ensuite, je suis retourné vers mon père, qui était lui-même en état de choc. « Tout ira bien, papa. » Je voulais le rassurer, mais lui m'a rétorqué « Tout va mal. » Et il m'a montré Greg qui gisait par terre. « C'est Greg là-bas. » J'ai regardé et j'ai vu mon frère étendu face contre terre. Ron tente de sauver son frère avec l'aide d'une secouriste. Il est grièvement touché à la tête et son pouls est faible. Mais c'est peine perdue. Greg finit par succomber à ses blessures. Je me suis mis à genoux
Je lui ai dit que je l'aimais et j'ai demandé au bon Dieu de prendre soin de lui. La femme et le père de Ron sont rapidement transportés à l'hôpital, ainsi que 62 autres spectateurs blessés. L'accident a fait 11 morts, dont le pilote, Jimmy Lee Ward. J'ai tout de suite su qu'il était mort. Nom de Dieu. On ne survit pas à un accident pareil. C'est impossible. C'était un excellent ami. J'ai pleuré. Je m'appelle Clint Cruikshanks et voici Howard Plagens. On est du NTSB. On nous a demandé de prendre en charge l'enquête. Les enquêteurs du Conseil national de la sécurité des transports sont déjà présents sur place. Ils assuraient une campagne de prévention sur la sécurité aérienne. C'était assez unique d'avoir assisté au drame. On a vu l'avion se cabrer, se retourner et percuter la foule. Mes 2 collègues et moi, on a été abasourdis. Des morceaux de l'appareil sont arrivés à 90 mètres de là où on se trouvait. Il faut parfois plusieurs jours pour lancer une enquête. Mais Clint Cruikshanks et Howard Plagens sont au travail au bout de quelques minutes. On touche à rien tant qu'on n'a pas pris de photos. Rien ne bouge. C'est compris? On voyait le cratère d'impact et les décombres qui s'éparpillaient à partir de ce point. Il y avait des chaises, des débris d'avion, de l'alcool s'était renversé des glacières. C'était une vraie pagaille. Il y avait des débris de tous les côtés. Le NTSB va devoir déterminer ce qui a provoqué, en à peine 9 secondes, la chute brutale du fantôme galopant au cours du jour le plus noir dans l'histoire des courses aériennes de Reno. Dans le Nevada, les enquêteurs se penchent sur les restes d'un P-51 Mustang. L'appareil a percuté le sol à 800 km/h. Il n'en restait pas grand-chose. Le plus gros morceau qu'on ait retrouvé mesurait 0,3 mètres carrés. L'avion, dans sa majeure partie, et surtout l'avant, était réduit en miettes. Même le moteur, le Merlin V12, avait vu tous ses cylindres démontés. La seule étude des débris ne permettra pas de comprendre ce qu'il s'est passé. Les courses restantes sont annulées et les enquêteurs se mettent à recueillir des preuves. Très bien, écoutez-moi tous. On a besoin de chaque morceau, aussi petit soit-il. Donc prenez votre temps et tout ce que vous trouverez, vous le mettrez dans ces sacs. OK? À vous de jouer et merci de votre aide. Quelques heures après l'accident qui a fait 11 morts, secouristes et bénévoles ramassent des preuves qui seront stockées dans un hangar. Merci. La tâche est minutieuse. Ma priorité, c'est de préserver la scène et de m'assurer qu'elle ne pose aucun danger. Ensuite, on établit un quadrillage en partant du point d'impact, et ce jusqu'au pylône numéro 8, puisque c'est là que les soucis ont commencé. Et enfin, on recueille les informations périssables. Merci. Les enquêteurs ont également besoin de preuves photographiques. Ils récupèrent photos et vidéos auprès des milliers de spectateurs. On a demandé à tous ceux qui avaient quelque chose de nous l'envoyer. Le résultat laisse pantois. On avait l'avion du début à la fin de sa course. Ces données photographiques ont été précieuses pour l'enquête. Bien, on a 4, 5, 6. Un morceau d'avion est retrouvé en dehors de la zone de recherche. Vous l'avez trouvé où? Là-bas? Montrez-moi sur la carte. C'était une pièce assez légère, qu'on a retrouvée beaucoup plus loin que les autres, plus lourde.
Comment un bout aussi léger a-t-il pu atterrir entre les pylônes 9 et 1, Comment il a pu finir aussi loin? à plus de 450 mètres du point d'impact? On ne s'attendait pas à le trouver là. C'est génial. On aurait pensé que ce seraient les objets les plus lourds qui auraient fini si loin. Beau travail. Autre point d'intérêt, les débris, dans leur grande majorité, étaient sales et plus ou moins visqueux. Ce qui n'était pas du tout le cas de ce morceau-là. Il était propre. C'est super. Bravo. Merci. Quelle peut être l'importance de cette pièce? Dans un hangar près de Sacramento, en Californie, les enquêteurs passent en revue la multitude de débris recueillis qui ne ressemblent plus du tout à un avion. Et dire que ce matin, tout ça, c'était un avion. Découvrir le fin mot de l'histoire s'annonce difficile. Mais déjà, les médias spéculent sur une cause probable. Un reportage fait cas d'une photo du fantôme galopant sur laquelle on voit le compensateur gauche se décrocher. C'est la même pièce qui a été retrouvée à 450 mètres du point d'impact. Aux infos, les journalistes se targuaient d'avoir résolu l'enquête avec le fameux compensateur gauche qui s'était détaché et qui avait disparu. Sauf que non, on l'avait bien retrouvé. Les compensateurs sont des surfaces essentielles au contrôle d'un avion. Si les gouvernes de profondeur permettent à un aéronef de monter et descendre, les compensateurs situés sur les bords de fuite maintiennent les gouvernes en place sans qu'un ajustement constant ne soit nécessaire. Si le compensateur ne joue plus son rôle, le pilote peut perdre le contrôle. Pourquoi tu as lâché? Est-ce le compensateur qui a lâché et qui a fait perdre le contrôle à l'avion? Ou bien s'est-il désolidarisé parce que l'appareil était incontrôlable? Pour l'heure, les enquêteurs n'ont pas la réponse. Notre méthode consiste à se concentrer sur les faits pour établir ce qui s'est réellement passé. Avec autant de zones d'ombre, l'enquête risque de durer longtemps. En attendant, c'est l'avenir d'un événement plébiscité par les amoureux des avions qui est en jeu. Je dois bien avouer que tout le monde se demandait si cette terrible tragédie allait signer l'arrêt définitif des courses aériennes de Reno. Merci. Ah, bonjour. Ravi de vous compter parmi nous. Ravi de vous aider. L'ancien astronaute a apporté son soutien à la NASA lors de l'enquête sur la désintégration de la navette Columbia en 2003. Si quelqu'un s'y connaît, c'est vous. C'est très gentil de votre part. Les organisateurs de la course ont demandé à Robert Gibson d'appuyer le NTSB. Sur les restes du fantôme galopant. On m'a dit que mon concours était essentiel et j'ai accepté de donner un coup de main. Les enquêteurs s'emploient à écarter le plus de facteurs potentiels possibles. Ils se penchent d'abord sur le pilote, Jimmy Lee Ward. À 74 ans, il était trop vieux pour piloter des avions de ligne. Vous qui le connaissiez bien, est-ce qu'il avait des soucis médicaux? Pas à ma connaissance. Il était en forme. Regardez ça. Il faisait de l'hypertension apparemment. J'étais pas au courant. Vraiment? Jimmy Lee Ward a-t-il fait une crise cardiaque en plein vol, ce qui expliquerait la perte de contrôle? Notre expert médical s'est entretenu avec son généraliste et le médecin de la FAA qui le suivait. Sans compter qu'on pratique toujours une autopsie sur les pilotes victimes d'un crash. Les restes de Jimmy Lee Ward sont envoyés en laboratoire. D'après les résultats, l'homme n'a pas eu de crise cardiaque. Il n'y avait ni drogue ni alcool dans son organisme. Aucun signe de pathologie cardiaque. Il était tout à fait apte à voler. Le septuagénaire était en parfaite santé. Il avait 74 ans, mais son âge n'a rien à voir dans cet accident.
Ah, bonjour. Clint Cruikshanks, enchanté. La santé du pilote n'étant pas en cause, les enquêteurs interrogent son équipe afin d'en apprendre davantage sur l'état de l'appareil. Son chef d'équipe était un mécanicien aéronautique certifié. Il s'était aussi entouré d'un motoriste. C'est donc tout naturellement vers eux deux qu'on s'est tourné pour parler de l'avion. Tout ça, ce sont les données avant le crash. Ils nous ont donné accès aux télémesures de l'avion. Un système embarqué envoyait les données. Au lieu d'une boîte noire traditionnelle, les avions qui concourent sont équipés d'un système de télémesure. À bord, un système recueille les données de performance de l'appareil, données qui sont ensuite transmises par Wi-Fi aux équipes au sol en temps réel. Plusieurs paramètres moteurs étaient disponibles, de même que la position à un instant T de la course, l'altitude et la vitesse. Ça a été une très bonne surprise d'avoir accès à autant de nouvelles informations. Vous avez suivi les performances de l'avion toute la semaine là-dessus. La durée des tours correspond. Du point de vue technique, la course de vendredi a commencé comme n'importe quelle autre. Et avant l'accident, l'avion fonctionnait tout à fait normalement. Tout roule, Jimmy. La pression est stable, le régime moteur se tient. Vous m'en ferez une copie. Les données n'ont beau indiquer aucun souci d'ordre mécanique, les enquêteurs veulent creuser davantage. La vitesse et le régime moteur ont l'air normaux. L'équipe de Jimmy serait-elle passée à côté de quelque chose? Apparemment non. La pression d'huile aussi. Aucun des paramètres ne semble pouvoir expliquer le décrochage du compensateur. Malgré tout, une donnée se démarque des autres. La vache! Regardez la force de charge. La force G, c'est l'accélération standard de la pesanteur sur Terre. Nous, là, le fait d'être debout, les pieds au sol, on a un G. Dégomme-les, Jimmy. Fonce, fonce! Pendant les courses, on a connu 6 G. Jimmy, lui, a ressenti bien plus. C'est dingue. Ça monte à plus de 9 G. Le taux de départ a grimpé en moins d'une seconde. La force G qui s'est exercée sur le pilote lors de la montée est phénoménale. Nom de Dieu, Jimmy. Cela n'explique pas la déviation de trajectoire, mais on comprend mieux pourquoi Jimmy Lee Ward n'a jamais repris le contrôle. Grâce aux preuves vidéo, on a pu estimer que la force qui s'est exercée avoisinait les 17 G. 17 G, c'est 5 fois plus que ce que ressentent les astronautes au décollage. C'est un coup qui vous assomme. Je serais tombé dans les pommes. Un trentenaire serait tombé dans les pommes. Un pilote d'élite de la Top Gun serait tombé dans les pommes avec une telle force. Oh non. Une chose est claire. Jimmy. Si le pilote était encore en possession de tous ses moyens avant le cabrage, il ne l'était plus après. Qu'est-ce qui se passe? Nom de Dieu. Non, non. En quelques secondes, la force G a rendu le pilote incapable de faire quoi que ce soit. D'où un appareil incontrôlable qui percute le sol. Jimmy Lee Ward n'aurait jamais pu éviter la foule. Mais ce pic de force G interroge. Est-ce qu'en tombant, le compensateur gauche aurait fait violemment cabrer l'avion? Ou serait-ce la violence de la force G qui aurait commencé à détruire l'appareil? La perte du fantôme galopant demeure un mystère. Ça, c'est du fuselage. En fait, j'en sais rien, Howard. C'est impossible d'identifier toutes ces pièces. T'as raison. On se croirait dans une casse. Ouais. Une semaine après le crash d'un P-51 Mustang modifié lors des courses aériennes de Reno, le NTSB ne comprend toujours pas ce qui s'est passé. L'avion s'était quasiment atomisé.
Il n'y avait plus aucun gros morceau digne d'intérêt. Le plus gros indice dont disposent les enquêteurs est un bout de 20 cm du compensateur gauche qui s'est détaché de la queue de l'avion. Mais ils ne savent ni comment, ni pourquoi il s'est défait. Cet avion a fait la guerre. Il a presque 70 ans. Il a été modifié pour être plus rapide. Peut-être trop modifié. Les modifications apportées au fantôme galopant au fil des années ont-elles transformé cette machine robuste en engin incontrôlable? Pour le savoir, les enquêteurs vont passer au crible toutes les transformations. On avait besoin d'en apprendre le plus possible sur cet avion. Et on s'est rendu compte qu'il avait été tellement modifié qu'il n'avait plus grand-chose d'historique. Un chasseur de la Seconde Guerre mondiale doit impérativement être retravaillé pour gagner en vitesse. De son côté, Jimmy n'a pas lésiné sur les altérations. D'après Robert Gibson, le fantôme galopant est le P-51 le plus transformé à avoir concouru dans la catégorie illimitée. Jamais les ailes d'un P-51 Mustang n'avaient été autant raccourcies. Les plans originaux de l'aéronef sont comparés avec ceux de l'actuel. Pendant la guerre, l'important pour le P-51, c'était une grande envergure pour des missions lointaines. À Reno, la course, c'est 80 km. Jimmy voulait de la vitesse, pas un grand rayon d'action. À l'origine, le P-51 était conçu pour voler loin, transporter des réservoirs supplémentaires sous ses ailes et voler avec un poids brut de 5,5 tonnes. Pour une course, les grandes ailes ne sont pas nécessaires. Dans les années 60, le fantôme galopant s'est fait raccourcir les ailes de 2,40 m et la queue de 30 cm. L'avion était alors plus léger et plus aérodynamique. À grande vitesse, moins il y a de résistance à l'air, moins la traînée est forte et plus vite vous allez. Jimmy Lee Ward achète l'avion en 1983. Il le peint en jaune en 1985 et participe aux courses aériennes de Reno plus ou moins régulièrement à partir de là. En 2007, il apporte ses propres modifications. Il a débridé le moteur. Avant, il pointait à 480 km/h. Puis, il a dépassé les 800 km/h. C'est fou. Un gros problème apparaît. Que disent les essais en vol? Je trouve rien du tout. Il semblerait que Jimmy Lee Ward n'ait jamais testé les modifications effectuées sur son appareil. Les enquêteurs n'ont aucun moyen de savoir si elles étaient sans danger. Cette absence d'information a été une grosse source de frustration. Mais que ces altérations n'aient pas été éprouvées, c'était très préoccupant. La cause du désastre reste entourée de mystères, jusqu'à ce que les enquêteurs tombent sur une nouvelle piste. Là, ici, vous voyez? Oui, ça arrive tout le temps. Une vidéo montre l'avion s'incliner brusquement et très fortement sur la gauche avant de se cabrer. Le fantôme galopant a-t-il rencontré des turbulences de sillage qui auraient eu raison de lui? Les turbulences de sillage sont des perturbations atmosphériques qui se forment derrière un avion en vol. Des tourbillons partis du bout des ailes peuvent favoriser l'apparition de vents dangereux. C'est très fréquent de rencontrer des turbulences de sillage pendant la course à cause de l'avion devant vous. Ça vous fait le plus souvent pencher à 90 degrés. Les turbulences peuvent expliquer le tonneau à gauche. L'inclinaison à gauche était cohérente avec les turbulences de sillage. Restait à savoir si c'était aussi les turbulences qui avaient décroché le compensateur. Jimmy Lee Ward s'est-il approché d'un peu trop près de Voodoo, l'avion situé devant lui? Les enquêteurs découvrent que la télémesure de ce dernier est défectueuse. Sa position exacte au cours de la course ne peut donc pas être connue.
Ils ne sauront jamais si des turbulences de sillage ont véritablement provoqué la forte inclinaison du fantôme galopant. J'arrive pas à le croire. On n'a pas pu prouver qu'il avait rencontré des turbulences. C'est une nouvelle déception. Regarde ce rapport de sécurité. Des notes provenant d'une inspection pré-course ouvrent une nouvelle éventualité. Un souci de vis de blocage du compensateur? On a creusé dans cette direction et on en a discuté avec l'inspecteur et l'équipe. On a pu établir que les vis de la gouverne droite n'avaient pas été montées correctement, mais que ce problème avait été réglé avant que l'avion ne participe à la course. Ils disent qu'ils ont changé les vis de droite, mais pas celles de gauche. En réinterrogeant l'équipe de Jimmy Lee Ward, les enquêteurs apprennent que les mécaniciens avaient bien remplacé les vis du compensateur droit comme demandé. Mais aucune trace n'apparaît dans les dossiers concernant une quelconque réparation de celle du gauche, celui qui s'est détaché. C'est de là que le compensateur a lâché. Cette découverte a fait grandement avancer l'enquête. La moitié de la vis a cassé, le reste est effilé. L'analyse révèle que la vis qui reliait le compensateur à la charnière est effilée, ce qui ne devrait jamais être le cas. Elle tourne toute seule. La vis doit être maintenue par un contre-écrou compensateur a lâché. Cette découverte a fait grandement avancer l'enquête. La moitié de la vis a cassé, le reste est effilé. L'analyse révèle que la vis qui reliait le compensateur à la charnière est effilée, ce qui ne devrait jamais être le cas. Elle tourne toute seule. La vis doit être maintenue par un contre-écrou fixé sous l'articulation. Le contre-écrou a été spécialement conçu pour le filetage de la vis afin d'éviter qu'elle se détache à cause des vibrations. Pourquoi le contre-écrou n'a-t-il pas maintenu la vis? L'ensemble est envoyé dans un laboratoire du NTSB à Washington. Des analyses de peinture sur le contre-écrou débouchent sur une découverte déterminante. Il y avait de la peinture jaune sur les contre-écrous. La dernière fois que l'avion avait été peint en jaune, ça remontait à 1985. La pièce défaillante avait donc au moins 26 ans. Selon les recommandations de la FAA, ce genre de contre-écrou n'est pas réutilisable. La pièce usée aurait dû être changée il y a des années. Mais les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise. Une analyse microscopique de la vis révèle des signes de fatigue. Des années de vibrations à l'intérieur d'un contre-écrou abîmé ont affaibli la vis au point de la faire lâcher. Clint Cruikshanks du NTSB. Lorsqu'ils reçoivent les résultats, Les vibrations ont cassé la vis.
les enquêteurs tiennent enfin le coupable. Le contre-écrou était lâche, ce qui a eu pour conséquence de fatiguer la vis au fil du temps. Des pièces usées, un compensateur mal arrimé et des forces aérodynamiques extrêmes ont formé un cocktail mortel. On a passé du temps pour arriver au bout. 11 mois après le crash du fantôme galopant aux courses aériennes de Reno, Fonce le fantôme! le NTSB annonce la cause probable de l'accident. On a étudié toutes les hypothèses pour établir le fil des événements. Alors que l'appareil file à 825 km/h à 60 mètres au-dessus du sol, un contre-écrou vieux de 26 ans provoque la rupture d'une vis déjà bien fatiguée dans l'assemblage du compensateur gauche. Le P-51 Mustang se cabre alors violemment et des forces G extrêmes assomment le pilote. Oh non! Il est dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Jimmy, qu'est-ce qui t'arrive? Tout s'est passé très rapidement. Je suis persuadé que Jimmy ne s'est pas vu mourir. Nom de Dieu! Non! 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 Dans son rapport final, le NTSB conclut également que l'interprétation trop rapide du règlement des courses de Reno a contribué au désastre. C'était inconscient de faire autant de modifications majeures et de ne pas les tester. Il aurait dû le faire quand il était seul dans le désert, pas en pleine course, avec 100 000 spectateurs qui regardent. Ron et Tracy Morcom sont des rescapés. Mais ils n'ont plus jamais remis les pieds aux courses aériennes de Reno. Ron fait encore des cauchemars. Une lumière a surgi d'un ciel noir. Et si je restais sur son passage, j'étais sûr de mourir. Il nous fonce dessus! C'étaient les reflets du soleil sur le capot d'hélice. Pour Clint Cruikshanks, cette enquête était unique en son genre. Ce travail a été fascinant du début à la fin. On a étudié chaque détail de ce coucou de la guerre et on a pu voir à quel point il était robuste. On a aussi pu découvrir jusqu'à quel point il pouvait être modifié. Certains participants l'ont fait correctement et ont éprouvé les changements. Malheureusement, ce n'était pas le cas de Jimmy Lee Ward. Le NTSB émet des recommandations. D'une part, les avions ayant subi de grosses modifications doivent subir des évaluations techniques. Et d'autre part, les mesures de sécurité doivent être améliorées pour les spectateurs et le personnel. Grâce à toutes ces recommandations, les courses aériennes de Reno sont désormais beaucoup plus sûres. Quant aux pilotes de la catégorie illimitée, la vie à 100 à l'heure continue. Robert Gibson a été champion de sa catégorie en 2015 à bord d'un P-51 modifié. Les courses aériennes, c'est le grand frisson. Des gens du monde entier viennent y assister. L'avenir des courses aériennes de Reno s'annonce très prometteur.